Merci à vous tous qui êtes présents dans cette salle. Alors, comme Vincent le disait, je vais présenter les amis qui sont autour de cette table, commençant par les dames. Vous m'excuserez cette galanterie complètement hors de propos dans notre 21e siècle. Donc, Valérie Murgère est historienne, spécialiste du 19e siècle. Elle est conservatrice à la bibliothèque de Port-Royal, donc au 169 de la rue Saint-Jacques, un lieu absolument exceptionnel. Et elle est l'auteur du livre Jansénisme et libéralisme, regard de Jean-Louis Rambaud sur l'Empire et la Restauration, publié aux presses universitaires de Rennes. Elle s'intéresse aujourd'hui à l'abbé Grégoire. Elle prépare une anthologie de ses lettres, de lettres que certains ecclésiastiques lui ont adressées pendant la Révolution. Et j'espère que tout ça débouchera sur une biographie de l'abbé Grégoire. Revenons à la chronologie. Mon voisin est donc Philippe Huez, conservateur général du patrimoine et directeur du Musée national de Port-Royal-des-Champs. Il a dirigé en 2017 un ouvrage que je recommande à tous ceux qui s'intéressent à Port-Royal et au jansénisme au XVIIe siècle. Donc ce livre, Port-Royal et le jansénisme des religieuses face à l'absolutisme, qui a été publié donc chez Belin. Il est aussi, en tant que sa casquette historien d'art, responsable de nombreuses expositions. La dernière en date s'intitule Silvae Sacrae, la forêt des solitaires. On pourra en reparler, je suppose, tout à l'heure. Et il prépare, entre autres projets, une exposition sur les jésuites qui s'annonce assez exceptionnelle. Et enfin, Jean-Pierre Chantin, qui est historien, spécialiste des dissidents du catholicisme dans la France des 18e, 20e siècle. J'écris, mais c'est une erreur, 21e siècle. Il a publié de très nombreux ouvrages, dont un petit manuel fort utile que je recommande à tous les étudiants, qui s'intitule Le jansénisme entre hérésie imaginaire et résistance catholique, qui a été publié au CERF en 1996, et plus récemment, deux ouvrages. Celui-ci, Catholique malgré Rome, des croyants infidèles en France, 19e, 21e siècle, publié donc au CERF, et celui dont il nous reparlera probablement tout à l'heure, sur ce groupe qu'on appelle la famille, une dissidence catholique au cœur de Paris, 17e, 21e siècle, aux éditions Plein Jour. C'est un petit ouvrage extrêmement dense et très intéressant. Donc, nous avons choisi d'intituler cette rencontre le jansénisme mémoire vivante. Alors, sans tomber véritablement dans l'oxymore, on peut effectivement sourire à l'idée que nos jansénistes, oui, j'emploie le nous, nos jansénistes soient encore vivants dans la mémoire collective, et pourtant nous sommes quelques-uns ici à avoir eu affaire à des admirateurs ou à des détracteurs de Port-Royal, et plus généralement, il y a dans la salle quelques collègues, on continue d'enseigner dans les études secondaires les pièces de Racine ou les pensées de Pascal. L'Agora en a fait le thème de son année cette année. Donc de ci, de là, on entend aussi parler des jansénistes. Alors pour sourire, parce que je pense qu'il est nécessaire de sourire avec le jansénisme, on entend parfois parler de jansénisme de façon formelle à propos. Pensez par exemple en 2012, lors de la sortie d'un album de Carla Bruni, un journaliste a indiqué que cette chanteuse à voix bien connue avait une voix suave et janséniste. J'espère que le public averti saura m'expliquer ce que ça signifie. Et plus récemment, lors de la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, une journaliste toujours mal inspirée, est-ce le côté professionnel qui ressort, a déclaré que la Première ministre avait un petit côté janséniste. J'aurais donc bien envie de conclure avec Gustave Flaubert que le jansénisme, on ne sait pas ce que c'est, mais qu'il est très chic d'en parler. Donc, nous avons choisi de relever le défi et de vous montrer qu'il était effectivement chic de parler du jansénisme, mais qu'aussi le sujet était intéressant et parfaitement actuel dans son inactualité. Le jansénisme est une construction intellectuelle d'une réelle puissance qui s'appuie en permanence sur le passé pour le revivifier, ou à tout le moins pour en faire la base d'une nouvelle lecture. Tout cela à cheval entre le respect de la tradition au sens ecclésial du terme et son adaptation aux réalités contemporaines. Le mouvement janséniste n'a jamais cessé d'évoluer et de se transformer, c'est ce qui rend d'ailleurs sa définition extrêmement difficile à saisir.
Et nous allons essayer, tous les quatre, de vous donner quelques clés pour comprendre ces évolutions dans du rapport complexe que les jansénistes entretiennent au passé et à la persécution et aussi à leur mémoire. Et donc pour commencer, on va attaquer les choses frontalement. J'aimerais savoir, messieurs, dames, si, comme Antoine Arnauld, qui est donc un des grands penseurs de ce mouvement au XVIIe siècle, vous pensez que le jansénisme est un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Alors, pour vous donner une idée, j'ai un prêtre de la Loire, bergement des Forêts, 1831, et dans son testament spirituel, il reprend cette idée que le jansénisme est un fantôme. Alors, ça veut dire que pour lui, mais aussi pour ses dévanciers, le jansénisme n'existe pas. L'expression, c'est que c'est un poteau noir, vous savez, ce que vous mettez sur la tête des gens pour les distinguer, et que c'est un poteau noir qui fait croire aux personnes que c'est une dissidence ou que c'est une hérésie. Or, ce n'est pas une dissidence, ce n'est pas une hérésie. Et le terme de jansénisme, c'est bien acté actuellement, c'est un terme qui renvoie à l'évêque Janssen, qui avait écrit l'Augustinus, qui est un peu le début de notre histoire, évêque d'Ypres, en Belgique. Et jansénisme, ça veut dire ceux qui adorent Janssen, et ça fait un peu hérétique. Et c'est un terme utilisé par les jésuites, en fait, qui a été inventé par les jésuites. Et donc, les jansénistes, entre guillemets, récusent ce terme. Ils préfèrent en général ou port royaliste ou habile vérité et d'autres qualificatifs. Peut-être complétons cette définition, bien entendu, parce que on trouve dans la littérature du XVIIe, du XVIIIe et au-delà, l'exemple de Jean-Pierre Jantin le montre, finalement deux vocables qui reviennent, c'est fantôme de jansénisme ou hérésie imaginaire, qui est le titre d'un livre d'Antoine Arnauld, qui est le frère de l'abbesse de Port-Royal et le grand théologien, le grand penseur qui façonne finalement le courant port-royaliste, augustinien. Voilà. Et donc finalement, le thème revient et revient régulièrement dans la littérature du temps. C'est peut-être une façon commode d'aborder le thème, et c'est pour ça que nous commençons volontairement par là, parce que c'est tentant de dire qu'effectivement, on est en présence de quelque chose qui est fabriqué, mais qui est fabriqué dans une sorte de va-et-vient. Fabriqué, si on s'en tient à ce que dit Arnauld lui-même, et qui dit que tout ça est une sorte de fantôme, de chimère ou d'imaginaire, et le mot imaginaire est fort sous la plume d'Arnauld, pour vraiment vider la chose. Il n'en reste pas moins que le sujet est un sujet difficile parce qu'il va croiser des questions théologiques, et je crois que pour les plus anciens d'entre nous, nous avons tous eu une présentation du jansénisme. Alors, pour les plus anciens, mais j'en fais partie, Lagarde et Michard, ça me dit quelque chose. Et dans la préface de Lagarde et Michard, en introduction des extraits retenus par Lagarde de Pascal, on avait toute une histoire de Port-Royal et le jansénisme qui donnait finalement une définition qui nous est globalement commune pour les plus anciens et qui était malgré tout une définition théologique et religieuse. Après, et c'est peut-être au fil des questions qu'on va pouvoir avancer, la question est beaucoup plus complexe car elle ne se limite pas à une question strictement théologique. Et que c'est peut-être l'imbrication d'une interrogation théologique, je ne veux pas dire plus, d'une interrogation théologique qui naît au XVIIe siècle, mais dans un contexte extrêmement large, et les implications qu'on va trouver ensuite par rapport aux gens qui défendent ou qui attaquent cette idée, socialement, sociologiquement et au-delà, qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus touffu, qui va mêler des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux de société. Et alors, moi, j'avoue personnellement, et c'est bien sûr une provocation, mais je la lance aussi parce qu'elle peut nourrir nos débats et vos questions. J'ai parfois tendance, quand il y a des visiteurs au musée qui me demandent le jansénisme en 2 mots, en général je leur réponds en 3, ce sera plus facile qu'en 2. Et la deuxième chose, de leur dire peut-être qu'on peut s'interroger
simplement sur le mot lui-même, et que les mots en isme sont généralement des mots valises. C'est un peu ce qu'Arago dit en disant que c'est une hérésie imaginaire. Mais c'est là que c'est un petit peu provocateur de ma part. Prenez tous les mots en isme, y compris ceux qui sont actuellement à la mode, et vous verrez que la définition que je donne est absolument la même. Oui, et puis pour compléter ce que tu dis et ce que vous disiez, je crois qu'au départ c'est un fantôme, effectivement, parce que c'est nommé par l'ennemi, si je veux dire, le jésuite. Mais au fur et à mesure que les polémiques ont construit un corps doctrinal qui se met en place, au fur et à mesure qu'il rencontre, qu'il croise ces problématiques dont on va parler, il commence à prendre une forme et une nature qui est tout à fait évolutive en fonction des contextes politico-historiques, mais qui n'en reste pas moins, au fur et à mesure, de plus en plus tangible, saisissable, définissable. Donc c'est un fantôme au départ, je ne pense pas que ça en ait été un à l'arrivée. Merci. Alors, pour te rassurer, cher Philippe, nous sommes quelques-uns à avoir lu La guerre des Michards après et à avoir aussi une certaine connaissance de ce genre de choses. Vous parliez les uns et les autres de la naissance de ce terme, effectivement, une référence à Janssen, Cornelius Janssen, qui était évêque d'Ypres. Est-ce que, Philippe, par exemple, tu pourrais nous repréciser un petit peu dans quel contexte le terme est apparu et ce qu'il recouvre au départ? Est-ce que, comme on l'a dit, enfin, comme la formule était prête au cardinal Mazarin, est-ce qu'on peut dire que le jansénisme est un calvinisme rebouilli? Alors, il y a deux questions. Et c'est effectivement compliqué. D'abord, je m'étais posé la question, effectivement, du mot. C'est une méthode de lexicographe, en fait. On a un mot, quelle est la première occurrence? Et en cherchant, c'est pas très difficile, on se rend compte que le mot apparaît en 1642 à la faveur d'une première polémique, qui est une polémique précisément autour du livre de Cornelius Janssen, qui est une publication posthume. Le livre de Cornelius Janssen s'appelle L'Augustinus, c'est un énorme ouvrage qui fait plusieurs milliers de pages, c'est tout en latin. Il n'en existe toujours pas de traduction française, il y a une équipe de chercheurs qui est en train de traduire le dit ouvrage. Autant dire que c'est un ouvrage confidentiel dès sa sortie, puisque c'est un ouvrage destiné à un public spécialisé, à la fois maniant le latin et maniant les concepts théologiques qui permettent de construire la démonstration du personnage. Le livre est publié de manière posthume. Donc, Jansénius meurt avant la publication de l'ouvrage et lui-même, au moment de la fin de sa vie, dit de toute façon qu'il s'en remet au jugement de la Cour de Rome, conscient que l'œuvre peut être imparfaite et qu'il peut s'y trouver des erreurs. Lorsque le livre paraît, il est l'objet précisément d'un premier conflit interne au milieu théologique. Alors il y a des questions religieuses elles-mêmes, mais il y a peut-être aussi des questions de précaré, puisque la lutte oppose des personnes, des théologiens qui n'ont pas forcément la même lecture que Jansénius des textes de Saint-Augustin, mais oppose aussi deux universités rivales dans les Pays-Bas méridionaux. Donc on sent effectivement qu'il y a quelque chose déjà d'un peu biaise dans la lutte. Mais ensuite, lorsque l'ouvrage est publié en France, dans l'édition parisienne, il arrive à un moment où le pouvoir royal est en délicatesse avec une personnalité majeure de Port-Royal, qui est l'abbé de Saint-Cyran, personnage absolument clé de notre histoire, théologien dont il est très difficile de savoir qui il était vraiment, et lorsqu'on prend l'abbé Brémond, qui est un ennemi de Port-Royal, dans son écriture, il explique que Saint-Cyran était un illuminé complet. Et donc, au regard des sources de l'époque, déjà du XVIIe siècle, Saint-Cyran est soit une personnalité charismatique avec des intuitions fulgurantes, et ça c'est plutôt pour ses partisans, soit un illuminé total.
Son emprisonnement par Richelieu 2 ans avant est un épisode assez singulier de l'histoire de Saint-Cyran et ensuite de Port-Royal, mais ce sera une des questions qui viendra ensuite. Parce que on sent bien que la motivation première de Richelieu en envoyant ce théologien sulfureux croupir à Vincennes est peut-être plus politique que simplement religieuse. Certes, Saint-Cyran se permet de parler de tout et de rien, a un accrochage délirant avec Vincent de Paul, estime que son éminence devrait renoncer à faire de la théologie et s'occuper des affaires du royaume, donc un certain nombre de polissonneries qui ne peuvent ne pas plaire à l'homme rouge, mais aussi il s'oppose sur le plan politique à Richelieu, il s'oppose à l'annulation du mariage de Gaston d'Orléans, il s'oppose à l'alliance, surtout à l'alliance de la France avec les protestants. Donc la position politique est sans doute la motivation première de l'arrestation du théologien de Port-Royal. Et on est sur quelque chose qui n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire, à l'occasion de Saint-Cyran. On emprisonne quelqu'un, on verra bien quelle explication on donnera par la suite. Et donc on emprisonne Saint-Cyran, on ne sait pas quel est le chef d'accusation qu'on va lui faire porter. C'est là la première polémique, et c'est à l'occasion de cette polémique que les détracteurs de Jansénius, alors le théologal Aberg, qui est un officier du diocèse de Paris, lance au détour d'une phrase ce mot de jansénisme. Ce que je voudrais souligner, c'est une chose qui m'a frappé ensuite, c'est que le mot semble disparaître pendant pratiquement 10 ans. Donc, c'est un mot qui est lancé à un moment donné, et à la faveur d'une dispute, et qui ensuite aura une seconde vie, mais beaucoup plus tard. Effectivement, je pense qu'il faut sortir de l'idée que le jansénisme est un mouvement uniquement théologique. C'est avant tout un mouvement de résistance politique, c'est un mouvement d'opposition. On va y revenir, je pense, très, très longuement dans cette conférence. Mais il y avait une seconde partie à ma question. Est-ce que le jansénisme est un calvinisme rebouilli? Je pense que c'est tout pour moi. Oui. Alors, les 17e. Absolument. Alors, effectivement, ça c'est l'autre thématique absolument fondamentale, et je pense qu'elle a un vrai sens parce qu'elle ancre aussi la question dans sa dimension théologique. Parce qu'après tout, ce qui va au moins dans une vision très sommaire rapprocher jansénisme et protestantisme, alors c'est d'abord une première perception, je vais dire pour le coup politico-religieuse, c'est-à-dire que le jansénisme serait une nouvelle hérésie au regard des hérésies anciennes. C'est très révélateur de voir que Richelieu aurait dit à sa nièce qu'il faisait emprisonner M. de Saint-Cyran et que si l'empereur avait fait de même pour Luther, il n'y aurait pas de protestantisme. Donc il y a déjà une matrice dans le procès de mauvaise foi que Richelieu veut intenter aux théologiens, d'essayer de créer une sorte de parallèle. Saint-Cyran serait une sorte de nouveau Luther. Luther ayant déchiré la tunique sans couture d'une église unie en Europe. Donc déjà cette suspicion d'un schisme qui serait l'aboutissement de cette nouvelle hérésie si on ne fait rien, prend déjà pour modèle le monde des protestants. Ensuite, l'ancrage théologique il est clair, car on va se trouver face à une question finalement très parallèle qui est la conversion et la prédestination, avec l'idée qu'on a une thématique forte dans le monde protestant qui est celui de la conversion, qui est finalement une sorte d'élection pour un petit nombre de personnes qui trouvent la vérité sur une sorte de nouveau chemin de Damas. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que dans l'iconographie luthérienne, la conversion de Saint Paul est une des images clés du monde luthérien, et que dans le monde du jansénisme, et particulièrement au XVIIe siècle, c'est toujours à la faveur d'une sorte de chemin de Damas, de conversion, entre guillemets,
que des catholiques qui seraient des catholiques classiques dans leur pratique découvriraient une forme de vérité qui les conduirait vers une pratique plus austère ou plus exigeante, et qui, pour certains d'entre eux, les conduirait à aller se retirer aux portes du monastère de Port-Royal. Donc cette image de conversion, elle est vraiment parallèle entre protestants et jansénistes. Et quant à la prédestination, alors c'est une question très technique, et pardonnez-moi, je ne suis pas théologien, mais au regard de plusieurs conférences qu'on a pu nous-mêmes organiser avec des théologiens, on a effectivement un socle commun sur l'idée que la grâce, c'est finalement une sorte d'élément de l'élection ou du choix surnaturel sur une personne qui, recevant la grâce sur un petit nombre, c'est souvent la définition caricaturale, le petit nombre des élus, et le petit nombre de gens choisis de toute éternité par Dieu, prédestination. Sauf que, alors seuls des théologiens pourraient vous préciser la chose, la prédestination calviniste et la prédestination janséniste n'ont rien à voir pour un détail technique théologique, voilà, qui n'est pas de mon ressort. Mais c'est peut-être ces deux points-là qui rapprochent, en fait, selon moi. Oui, et puis les permanences sont quand même constantes dans ce que tu disais à propos de l'élection. Ce parcours de conversion, on le retrouve, moi je l'ai retrouvé régulièrement au XVIIIe siècle, dans les nouvelles ecclésiastiques, ce sont des parcours qui sont quasiment typiques. Hein. On a des gens qui sont dans l'erreur et qui subitement se convertissent pour se retirer, alors pas forcément à Port-Royal, mais dans d'autres abbayes, Chasse-Dieu par exemple. Mais voilà, donc c'est quelque chose qu'on trouve assez régulièrement. Et puis cette idée du calvinisme remis, elle a été aussi très, très importante. On a longtemps dit, bah voilà, les jansénistes sont des calvinistes ou des pseudo-calvinistes, alors que fondamentalement ils restent catholiques, reçoivent les mêmes sacrements, pratiquent les mêmes rythmes. On a, pour les uns et les autres, un peu travaillé sur les reliques. Les jansénistes aiment bien les reliques, les protestants moins. Valérie? Oui, non, c'est bon. C'est effectivement le point central sur lequel on les a fait se raccorder, entre guillemets, on les a reprochés, on leur a reproché d'aller dans le camp protestant, c'est le rapport entre grâce et libre arbitre, qui est quand même au cœur du schisme de la réforme. Et effectivement, ils promeuvent une vision augustinienne, plutôt assez pessimiste sur la capacité de l'homme à faire son salut seul. Donc ça, c'est central. Mais tout au long du XVIIe siècle, ils sont totalement inscrits dans la contre-réforme, ce qu'on appelle la réforme catholique. Ils sont effectivement tout à fait volontaires pour réussir à faire revenir les protestants dans le giron de l'Église. Ils vont accorder jusqu'au XIXe siècle une importance très importante, comme dit Olivier, aux conversions, et notamment aux conversions de protestants, puis éventuellement aux conversions de juifs, puisqu'ils sont dans l'attente de la conversion des juifs à la gentilité qui doit précéder la réalisation des prédictions de l'Apocalypse. Donc pour eux, la conversion est un thème qui va devenir très important des deux côtés. Mais au final, théologiquement, c'est vraiment grâce et libre arbitre ce qu'il faut retenir. Et vous avez les jésuites qui vont défendre ce qu'on appelle donc les jésuites vont défendre ce qu'on appelle la grâce suffisante, c'est-à-dire que l'homme, quand même, par ses propres œuvres, peut essayer de gagner son salut, parce que les jansénistes vont être sur une vision plus pessimiste, une grâce dite efficace, où donc finalement la volonté de l'homme n'a pas grand-chose à faire pour qu'elle vous arrive dessus. Voilà. Philippe. Peut-être une petite précision par rapport à cette question du protestantisme qui est, à mon avis, fondatrice dans notre histoire et notamment à Port-Royal. La principale famille, on va y arriver, qui porte Port-Royal et qui crée finalement ce mouvement, on va appeler jansénisme par commodité, c'est la famille des Arnaud. Famille Arnaud qui protège l'abbaye de Port-Royal, qui fournit un certain nombre d'abbesses, le tiers des abbesses de la communauté appartient à cette famille, et qui est aussi la famille à laquelle se rattache le théologien Antoine Arnaud. Il faut voir que cette famille, et c'est
une sorte de secret de famille, je dirais, est une famille biconfessionnelle. C'est-à-dire que le grand-père Arnaud est protestant. Il se reconvertit au lendemain de la Saint-Barthélemy avec son aîné Antoine qui est le père de tous nos héros de l'histoire du jansénisme. Simplement, cette famille, vous voyez, il n'y a que le fils aîné qui se reconvertit au catholicisme, et donc la branche des Arnaud qui porte le jansénisme est une branche de nouveaux catholiques, et qui peut expliquer aussi, je dirais, je vais prendre un anachronisme, ce sont des conversos. Et comme conversos, ils peuvent soit par choix personnel et de manière sincère, soit par attitude ou posture sociale, afficher un catholicisme beaucoup plus intransigeant que n'importe quel autre. C'est quelque chose de fondamental. Une partie de la famille reste protestante. Quand on regarde les mémoires de l'abbesse de Port-Royal, Angélique Arnaud, en fait ce sont des confessions qu'elle a écrites à la fin de sa vie, elle laisse un moment échapper quand elle est très malheureuse, elle ne comprend pas pourquoi elle est enfermée dans un couvent, et que des femmes de 75 ans disent ma mère alors qu'elle en a que 15, dit que son rêve serait de s'enfuir, de rejoindre sa tante à La Rochelle, de se marier, d'avoir des enfants. Elle ne dit simplement pas que si elle va à La Rochelle, c'est qu'elle se serait elle-même reconvertie au protestantisme. Mais Antoine, père de cette fratrie, on le sait, finalement a reçu une éducation protestante avant sa reconversion à la suite de son père. Donc, l'autre chose, à mon avis, fondamentale, c'est que cette famille et finalement les gens qui vont la suivre dans ce sillage est une famille qui connaît le monde de la Réforme et qui connaît le monde calviniste, qui fait que ça va les conduire par une connaissance de l'intérieur du monde protestant, à systématiquement repérer les signes qui pourraient les faire assimiler aux protestants. Du coup, l'attitude va être une attitude encore plus ultra-catholique d'une certaine manière, qu'ils perçoivent cette parenté avec ce monde qu'ils le connaissent très bien. Mais parenthèse, lorsque dans une alliance tactique qui dure à peine 10 ans, entre le pouvoir royal et les milieux de Port-Royal pour combattre les protestants français quelques années avant la révocation de l'édit de Nantes, c'est peut-être la force des gens de Port-Royal qui connaissent de l'intérieur le protestantisme, ce qui n'est pas le cas des jésuites, qui est un ordre aussi créé pour combattre le protestantisme. Oui, effectivement, on a affaire à une famille Arnaud qui est omniprésente. Philippe a employé le terme de héros. C'est effectivement la famille héroïque du jansénisme. Quelques figures abbatiales très connues. Il a évoqué Angélique Arnaud, qui est la grande réformatrice de Port-Royal. Il y a aussi la mère Agnès ou la mère Angélique de Saint-Jean. Ajoutons à ça Robert Arnaud-Landy, ou on parlait en commençant d'Antoine Arnaud, après la famille Lemaître. Donc ce sont des gens qui sont très liés au monastère. Et est-ce que vous pourriez, les uns ou les autres, nous rappeler brièvement les liens de... Enfin, pourquoi finalement on peut associer, Jean-Pierre le disait tout à l'heure en commençant, jansénisme et port-royalisme. Qu'est-ce qui fait de Port-Royal un symbole de cette résistance à Louis XIV et à l'absolutisme? Je commence, et voilà, pour ne pas monopoliser et prendre la suite, c'est une des difficultés peut-être aussi du sujet, et moi j'avoue de l'avoir ressenti en arrivant à la tête du musée de Port-Royal où tout était très imbriqué dans une tradition historiographique que vous connaissez. Mais ce que je crois profondément, donc vous voyez que les acteurs de cette histoire, je les ai tout de suite introduits comme étant une famille portant Port-Royal ou proche de Port-Royal. Donc finalement, la communauté des acteurs de notre récit fonde déjà une première passerelle entre ce lieu mythique qui est Port-Royal et ce courant qui s'incarne progressivement au cours du siècle. Mais peut-être au-delà de tout ça, moi je voudrais vous proposer une équation toute simple et pour revenir en fait au procès de Saint-Cyran et ce qui va suivre après, c'est que lorsque vous avez un phénomène de type hérésie,
dans l'ensemble de l'histoire de l'Église, vous avez toujours trois composantes et qui sont absolument essentielles pour bien comprendre comment ça marche. Il faut un hérésiarque, celui qui incarne l'hérésie. Donc nous l'avons, c'est Saint-Cyran. Il faut un corpus doctrinal hérétique et nous l'avons, on veut nous faire croire que nous l'avons en disant c'est le traité de Jansénius et les écrits qui en découlent. Mais en général, on oublie le troisième élément. Pour diffuser la pensée du corpus diffusée par l'auteur, il faut ce qu'on appelle un nid d'hérésie. Et là, donc, on a besoin d'un lieu. Et ce lieu, finalement, on le trouve extrêmement vite au moment du premier procès Saint-Cyran. Après, on va l'oublier, et ça va revenir en force 10 ans plus tard. Comme Saint-Cyran est le confesseur des Arnaud, comme Saint-Cyran est le confesseur des religieuses de Port-Royal, comme cette abbaye est une abbaye en voie de réforme, et comme toutes ces communautés réformatrices, toutes, c'est aussi un invariant dans l'histoire du XVIIe siècle, un ordre nouveau, un ordre réformé, et toujours à un moment suspect de déviance, voire d'hérésie. Il est extrêmement commode de pouvoir dire que le lieu de diffusion de la mauvaise pensée, ce sera ce Port-Royal vers lequel tout converge. Avant de te laisser la parole, Valérie, juste ajouter un petit mot. Enfin, je pense que vous êtes nombreux à connaître François de Sales. François de Sales a été canonisé assez rapidement après sa mort. Le procès a failli échouer parce qu'il était en communication, en correspondance avec Angélique Arnaud, et Angélique pouvait laisser penser qu'il était proche de cette hérésie imaginaire, si on veut bien reprendre le terme d'Arnaud. Tu voulais ajouter? Port-Royal et le jansénisme, donc il y a le lieu, effectivement, ça c'est fondamental. Il y a aussi une tradition qui vient de Sainte-Beuve, c'est le 19e siècle, quand il a sorti son grand Port-Royal, où il a initié une partition entre le vrai, le grand, le beau Port-Royal 17e, là on parle de Port-Royalisme, on est dans Port-Royal, et ce qui aurait été un dévoiement de ce mouvement au 18e, au 19e, puis à la suite, où là on parle de jansénisme, c'est-à-dire que finalement on a fini par adopter le terme négatif qui avait été créé pour désigner au départ Port-Royal et les acteurs de Port-Royal, et c'est devenu un mot qu'on sépare du Port-Royal 17e. Et ça donne ça. Oui, il y a une dimension aussi, c'est que Port-Royal, c'est devenu la focale sur laquelle le pouvoir royal va axer sa persécution. Et le monastère va être détruit, le cimetière va être vidé de ses corps, et il y a une mystique de Port-Royal qui va se fonder autour de ces événements. La vérité était à Port-Royal, je vous ai dit qu'on les appelait aussi les amis, ils s'appelaient eux-mêmes les amis de la vérité. La vérité est à Port-Royal, était à Port-Royal, Port-Royal était persécuté, ce sont les martyrs, et nous nous situons dans ces personnes persécutées pour la vérité. Et Port-Royaliste, ça veut dire ça aussi. C'est un hommage à ceux qui ont souffert et qui, au-delà de la mort, ont même été persécutés pour la vérité qui est bafouée par l'Église. Et vous verrez par la suite, ça a une importance. Si je peux juste compléter, effectivement, il y a ce dont je parle, Sainte-Beuve qui a initié cette partition. Moi, il me semble que quand on regarde les acteurs de cette histoire du jansénisme 18e, 19e, je ne connais pas le 20e, eux s'inscrivent totalement dans cette rupture, cette discontinuité, ils la rejettent absolument, ils ne la vivent pas. Ils se vivent dans une continuité totale de Port-Royal, et je dirais que les mutations que la doctus a pu subir, les différentes problématiques qui vont faire évoluer finalement leur corps de doctrine, ils le conçoivent comme quelque chose de cohérent. Donc, ça, c'est quand même fondamental pour eux. C'est pas le 19e de Sainte-Beuve. Effectivement, je pense que cette dimension historiographique, elle est très importante. Sainte-Beuve écrit une histoire de Port-Royal. C'est le Port-Royal de Sainte-Beuve. Après Augustin Gazier en particulier, on parle d'histoire du jansénisme. Donc on fait ce glissement. Et d'ailleurs, vous me fournissez une transition idéale, puisque Chateaubriand disait de Pascal qu'il était un effrayant génie, et je pense que vous en avez déjà parlé à l'Agora Vendômoise. C'est une des figures vraiment importantes de l'enseignement de la philosophie, mais aussi de la littérature au 19e et au 20e siècle. Est-ce que vous pourriez revenir sur les liens entre Port-Royal et Pascal, ou Pascal et Port-Royal?
Blaise Pascal, d'abord, c'est une histoire familiale. Il est d'un milieu qui est proche des port-royalistes, des jansénistes. On va dire jansénistes, hein, c'est plus simple. Il est proche d'une famille qui est proche des jansénistes. Et puis lui-même, il a une nièce qui est à Port-Royal, Marguerite Perrier. Et un des premiers miracles qui se produisent et qui montrent que Port-Royal est la vérité, hein, si un miracle se produit, c'est que Dieu soutient la cause, c'est un miracle qu'on appelle la Sainte Épine. Et c'est Marguerite Perrier qui est celle qui bénéficie de ce miracle, la Sainte Épine du Christ. Donc déjà, vous voyez, de niveau familial, il baigne dans le milieu. Des lettres, des petites lettres courtes de Louis de Montalt, il ne les signe pas, enfin il signe un pseudonyme, et qu'il adresse à un provincial, et il raconte ce qui se passe, sur un ton un peu humoristique. Donc c'est des lettres qui vont être très diffusées, très lues, qui va atteindre un public au-delà des théologiens du départ, qui va élargir la base des controverses. Et au départ, il laisse sur la controverse théologique, on va dire simplifiée, et puis très vite, les lettres tournent à un anti-jésuitisme forcené, une attaque de front, il se moque des jansénistes, des jésuites, pardon. Et on peut même dire que c'est à la source de l'anti-jésuitisme qui va faire qu'au XVIIIe siècle, les jésuites vont être expulsés, notamment de France, mais d'autres, et même l'ordre va être, la compagnie va être supprimée par Rome. Et cette image noire des jésuites, vous savez, l'homme noir, le corbeau, etc., ça vient en grande partie du lycée provincial. Donc c'est quelqu'un de, pas au niveau théologique, mais de quelqu'un de clé dans cette popularisation de la controverse. Précisons peut-être une chose qui permet de comprendre aussi la place de Pascal. C'est que Port-Royal, avant d'être ce lieu de crispation, est un lieu de sociabilité aristocratique et religieuse autour du monastère de Paris, bien sûr, mais à partir du milieu des années 1640, autour du monastère de Port-Royal-des-Champs, qui est le monastère primitif, se réunissent des groupes de ceux qu'on appelle les messieurs, parfois les solitaires, et qui sont des aristocrates qui viennent en quête de salut individuel. On retrouve cette idée de salut individuel, conversion, retrait du monde, qui vivent à la fois comme des religieux sans en être, donc ça c'est la partie recherche individuelle de salut, et qui produisent aussi une abondante littérature religieuse, théologico-religieuse, avec beaucoup de traductions. Traductions qu'on lit encore aujourd'hui. Les Confessions de Saint-Augustin sont traduites par Robert Arnault à Port-Royal-des-Champs dans un français absolument magnifique et sublime. Un certain nombre d'ouvrages qui sont des miroirs tendus à ce qu'ils vivent. La vie des Saints-Pères des déserts, parce qu'ils estiment que se retirer à Port-Royal, c'est se retirer au désert. Donc, et puis, oui, et autres traductions, notamment les poésies mystiques de Sainte Thérèse. Donc, ils vont de la littérature religieuse classique à la littérature religieuse contemporaine. Abondante production, et production qui, dès ces années de milieu du XVIIe, passe pour être d'une parfaite élégance, d'une parfaite correction. On a même des écrits jésuites qui se moquent de la très grande élégance de l'écriture de Port-Royal, parce que, et c'est peut-être l'autre force de Port-Royal, la double force de Port-Royal, d'avoir compris la force de la diffusion par l'imprimé, et de diffuser ces imprimés dans les salons littéraires parisiens. Notre principal héros pour la traduction de ces ouvrages, c'est Robert Arnauld d'Andilly. Et Robert Arnauld d'Andilly, un de nos amis, le jésuite René Rapin, a dit Monsieur Arnauld d'Andilly n'a point été un ermite de bonne foi, parce que Monsieur Robert Arnauld d'Andilly se pique de faire de très belles traductions. Pendant qu'il traduit Sainte Thérèse, il reçoit même la Montpensier dans sa petite cellule de Port-Royal-des-Champs. Mais il s'empresse bien sûr d'envoyer le livre fraîchement imprimé à la Montpensier. Il va dans les salons pour diffuser ses beaux écrits, et surtout, alors je vais
citer malicieusement Molière, il va draguer les belles âmes. Il va proposer à Célimène de venir se retirer, et quoi si jeune, dans ce misère affreux, voulez-vous m'ensevelir? Il dit Célimène à Alceste. Et Alceste, c'est Roberto dans l'esprit de Molière. Donc, ce sont des gens qui sont ancrés dans le monde de la littérature, dans le monde des salons, et des salons qui se piquent aussi de théologie. Et l'autre puissance de l'imprimé, en gros, on a un modèle quelques années avant les provinciales, 1649-1652, la Fronde, et vous savez, les fameuses Mazarinades, dont une étude qui a maintenant une petite cinquantaine d'années a montré que c'était une sorte d'aubaine pour la librairie parisienne naissante, parce qu'il y avait des enjeux économiques absolument extraordinaires à pouvoir accompagner la publication de ces feuillets distribués sur le Pont Neuf et qui étaient en fait l'équivalent des tracts que vous avez lorsque vous avez des piquets de grève, des manifestations, que sais-je d'autre aujourd'hui. Enfin, on est dans la même logique. Et il faut voir aussi que lorsque la crise janséniste éclate, finalement, quelle solution Port-Royal choisit-il? C'est finalement d'écrire des tracts. Et ces tracts, ce seront les lettres aux provinciales. Avec une autre surprise, c'est que, en fait, toutes ces œuvres que je vous décris sont souvent des œuvres collectives. Souvent, elles sont signées d'Antoine Arnaud, de Robert Arnaud, mais on a l'impression que le staff des messieurs de Port-Royal fournit en fait les notes, qui va permettre à celui qui va signer l'ouvrage de nourrir l'ouvrage collectif. Et là, pour le tract qui doit défendre Arnaud, qui est le champion de ce jansénisme que le pouvoir royal attaque de front, 54-55, on choisit un jeune monsieur qui vient de rejoindre les Granges, qui est Pascal. Et lorsqu'on regarde les feuilles volantes, donc la première édition devenue assez rare de cette provinciale, parce que fragile, donc ces petits feuillets de 4 pages, 8 pages, 12 pages, on se rend compte que le jeune Pascal a une langue d'une verdeur absolument incroyable. Et lorsque Port-Royal, très tôt, 2 ans ou 3 ans après ce qu'on appelait les campagnes des provinciales, c'est-à-dire un an de tractage sur le Pont Neuf pour défendre Arnaud, le jansénisme et les héros de Port-Royal, lorsque Port-Royal met en volume les 18 lettres provinciales, et on va les réécrire, on va surtout supprimer les gros mots, pour que ces provinciales deviennent une sorte d'outil policé de beau français que l'on pourra à nouveau représenter dans les salons littéraires parisiens. Mais c'est aussi cet outil policé, ce joli texte magnifiquement écrit, qui est celui que nous avons étudié dans le cours de français, dans des générations et des générations d'élèves qui, du 19e à la fin du 20e, ont eu Pascal. Jusqu'à nos jours, je pense que certains collègues de lettres font encore un peu de Pascal. Il était au programme des CBGE il y a encore quelques années. Vous avez les uns et les autres. Pardon, Valérie. Je vais juste dire que Pascal, c'est la figure dérangeante. Pourquoi au Chateaubriand on parle dans Jeune effrayant? C'est la figure dérangeante, puisque c'est la figure du génie qui se trouve là où il ne devrait pas être, avec des hérétiques. Qu'est-ce qu'il fait là? Et toujours ce Sainte-Beuve qui nous a quand même beaucoup réécrit l'histoire et sur lequel on fonctionne, que ce soit lui ou Joseph de Maistre un tout petit peu avant, il a toujours été question pour les ennemis de Port-Royal d'extraire Pascal de Port-Royal et de distendre au maximum les liens qu'il pouvait avoir avec ce milieu, ce que la recherche actuelle la recherche actuelle n'a pas démontré que c'était totalement faux, que c'est une reconstruction et que Pascal était extrêmement proche et actif de Port-Royal. Et cette reconstruction qui sépare Pascal de Port-Royal pour en faire, parce que son génie ne peut pas être contesté, donc c'est son appartenance et son importance à Port-Royal contestant. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Oui, mais en même temps, Pascal l'avait quand même largement aidé à ce qu'on le sorte de Port-Royal. Il l'avait lui-même déclaré « Je ne suis pas de Port-Royal », ce qui est une phrase qui fait encore hurler certains de nos petits camarades. Vous avez les uns et les autres parlé de condamnation, mais aussi de miracles. Effectivement, le jansénisme a été condamné tout au long du XVIIe siècle et évidemment au XVIIIe siècle. La condamnation est souvent suivie de phénomènes miraculeux et puisque nous sommes à Vendôme,
Il y a quelques miracles dans les années 1730 autour. Vincent sait certainement de quoi je parle. Un président au présidial de Blois qui a son fils qui est très malade demande ce qu'on lui apporte de la terre du diacre Paris, qui est donc un diacre parisien, pour le guérir d'une inflammation mal placée. Et visiblement, ça réussit bien. On a aussi le cas du miracle de Moisy, qui se trouve pas très très loin d'ici. Les miracles de Paris, c'est 1730-1735 à peu près, et à ce moment-là, exactement de façon concomitante, vous avez la publication des lettres anglaises, connues aussi sous le nom de lettres philosophiques de Voltaire. Et ce que j'aurais aimé que vous expliquiez à notre public, c'est les liens qu'il peut y avoir dans le monde de Port-Royal entre les miracles et la condamnation, mais aussi ce que les miracles ont pu engendrer de réactions pour et contre dans ce monde catholique français de l'Ancien Régime. En fait, on a déjà un peu parlé des prémices des miracles avec Marguerite Perrier, mais en fait, on arrive à une période où les port-royalistes ont face à eux le pouvoir royal et Rome. Et finalement, il n'y a plus que Dieu qui peut trancher du bon côté. Et Dieu s'exprime par les miracles. Sauf qu'on est descendu, on a descendu les étages, des théologiens, on est passé à des parlementaires. Les ordres religieux ont commencé aussi à éduquer leurs élèves, notamment qui vont devenir prêtres et curés de paroisse, qui commencent à être dans cette histoire-là. Le pouvoir lance des signatures pour condamner les extraits de Jansénus. Si vous voulez être prêtre, il faut signer, et certains refusent. Enfin, je vous passe les détails, on est dans un combat qui ne se trouve plus d'issue, donc Dieu doit trancher. Et il se trouve que ce diacre Paris, qui est à la paroisse Saint-Médard à Paris, meurt en odeur de sainteté, dans une paroisse assez pauvre où il faisait du bien autour de lui. Et il se trouve qu'il est très très actif dans les milieux jansénistes parisiens. Mais la foule se presse auprès du tombeau et on pense que c'était alors il y a eu des convulsions sur sa tombe qui devenaient le signe de l'intervention divine et puis très vite des miracles qui ont été attestés parce qu'il faut prouver que ces miracles existent. Et donc, je vais vous prendre l'exemple de Moisy. Moisy, vous connaissez sans doute, mais je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Moisy en France aujourd'hui. En revanche, je peux vous dire qu'au XVIIIe siècle, tout le monde connaissait Moisy, puisque dans les recueils de preuves, vous aviez notamment le cas de Moisy, où vous avez des actes notariés, des centaines de personnes qui viennent témoigner de la guérison, des milliers de courriers qui viennent appuyer. Il faut que tout ça soit certifié. Il faut montrer que le miracle est réel. Et qui va reconnaître qu'un miracle est réel? L'Église. Et si l'Église reconnaît que les jansénistes bénéficient de miracles, là on arrive dans une impasse. Alors, ce phénomène convulsionnaire, on pense qu'il y a des épileptiques qui étaient sur les tombeaux au départ, va prendre une ampleur puisque le miracle fait signe. Il ne fait pas signe de guérison seulement, il fait signe aussi de la justesse de la cause. Et on a comme ça des miracles avec de la terre, du tombeau, mais aussi des feuilles. Il y avait un arbre, je ne sais plus lequel, à côté de la tombe, qui a été vidé de ses feuilles. Les effets du diacre dans sa maison ont été complètement pillés. Les gens ont arraché de sa sépulture ses vêtements pour avoir des morceaux. Et tout ça est distribué en France. À Lyon, par exemple, il y a eu un miracle par l'intermédiaire du diacre Paris. Et puis vous en avez comme ça, il y a un mémoire maîtrise d'un Allemand, qui s'appelle Jean Sen d'ailleurs. La prédestination. Oui, c'est prédestiné sans doute. Et il a répertorié tous ces miracles. Mais c'est très simple, ils sont dans la feuille, dans la presse janséniste de combat, qu'on appelle les Nouvelles Ecclésiastiques, qui est une presse clandestine. On raconte 1000 choses sur cette presse clandestine, qui relate tous ces miracles qui apparaissent dans toute la France. Et on a une flambée miraculaire, c'était Catherine May, qui est la meilleure spécialiste de la question, qui en avait parlé. Et donc vous voyez, on a une ambivalence, le miracle qui soigne, mais le miracle qui prouve. Alors là, on est dans la phase convulsionnaire habituelle,
celle que les jansénistes vont accepter, puisqu'on est dans le combat. Mais très vite, on va avoir une déviation. D'abord, le lieu, le cimetière est fermé par le roi. On dit que, j'ai jamais trouvé la vérité, si c'est vrai ou pas, mais on dit qu'un panneau a été mis à l'entrée du cimetière, défense à Dieu de faire miracle en ce lieu. C'est Voltaire. Par ordre, C'est Voltaire qui raconte ça, vous trouverez ça dans l'article fanatisme du dictionnaire philosophique. Voltaire. Je vous engage à lire extrêmement bien. Donc les séances commencent à avoir lieu chez les particuliers, de plus en plus, et puis ces particuliers, on a des personnes qui se spécialisent dans cette arrivée de miracle. Mais le miracle, tout le monde n'est pas malade, donc on commence à provoquer la douleur. On figure aussi en tapant, par exemple, ces personnes, les mots de l'Église et de l'État qui tombent sur les personnes, et la personne petit à petit commence à avoir des discours. C'est une grosse implication que vous faites, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais les coups, au début, c'est des coups de Bible, ce qui est quand même pas agréable. Et puis, mais les mots vont en augmentant. Donc on passe aux coups de bûche, aux épées qui entrent dans le corps, des pieux, et puis le secours, on appelle ça comme ça, le secours suprême, c'est le crucifiement. Alors je précise, le crucifiement, je vous rappelle que la personne crucifiée, elle reste vivante, puisque derrière, elle tient un discours, et tout ça est très bien écrit. On prend bien soin de tout répertorier, on a tous les discours qui sont, d'ailleurs il y en a encore à la bibliothèque de Port-Royal, et dans beaucoup d'endroits, donc tout ça est fait pour montrer la justesse de la cause. Là, on peut dire que les jansénistes, on va dire un peu orthodoxes, un nombre important, commencent à prendre leur distance avec ces groupes, mais certains restent encore longtemps, parce que là on a quelque chose qui vient donner une dimension supplémentaire au combat. Alors je précise que ces personnes qui étaient suppliciées l'étaient par des prêtres, puisqu'il fallait quand même avoir une autorité spirituelle, et qu'on a des registres à la Bastille d'arrestation, parce que tous ces groupes ont été pourchassés, et Catherine Maire a fait son travail d'ailleurs de recherche sur toutes ces archives qui sont à l'Arsenal aussi, je crois. L'Arsenal plutôt, la Bibliothèque nationale aussi. Et vous avez moult détails que je vous passerai maintenant, parce qu'on est en soirée et que c'est pas très intéressant, et ça va durer jusqu'à la Révolution française. Alors effectivement, les miracles ne sont pas attestés par l'Église, ils sont attestés devant médecin, devant notaire. On a toute une preuve scientifique. Et je voudrais juste ajouter deux choses à ce que disait Jean-Pierre. C'est que d'abord, on est exactement au même moment où à Rome, on est en train d'élaborer tout un processus de reconnaissance de la canonisation, c'est-à-dire que la canonisation n'est pas attestée simplement parce que X ou Y a fait des miracles, mais il faut qu'on ait des preuves matérielles des miracles, de la guérison. Donc il y a vraiment un appel à la science. C'est le traité sur les béatifications et les canonisations du pape Benoît XIV, Prospero Lambertini. Et puis la deuxième chose qui s'ouvre évidemment quand on évoque les miracles, et surtout les séances de secours, c'est le lien qu'on peut envisager avec la littérature sadienne, par exemple. Les échanges, l'importance de Port-Royal dans la mémoire au XIXe, j'aimerais qu'on termine, puisque malheureusement il faut savoir terminer une conférence, comme Maurice Thorez dit qu'il fallait savoir terminer une grève. Il faut donc évoquer ce que le grand public a peut-être découvert dans ces derniers mois, à savoir l'existence d'un groupe janséniste qui se revendique comme tel, qui a été rendu public par plusieurs reportages, d'abord dans le Parisien, un autre, je crois, sur BFM TV. Donc c'est la fameuse famille, Jean-Pierre est un grand connaisseur, vous avez ce livre dont je parlais au début. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est cette famille et finalement la question qui sera là aussi la question de conclusion. Est-ce qu'avec cette famille, on peut vraiment dire, comme c'est le titre de notre table ronde, que le jansénisme est une mémoire vivante? Donc tout le livre en 5 minutes. Voilà. On a fait 3 siècles en 1 heure. Oui, c'est vrai. Finalement. Donc la famille, alors quand les journalistes ont découvert ce groupe qui se situe dans l'Est parisien, qui est un groupe en fait qui s'est formé au début du XIXe siècle,
héritiers des groupes convulsionnaires qu'on a cités tout à l'heure. Je précise que les convulsionnaires ont arrêté les secours au moment de la Révolution française. Pour eux, la Révolution française est le secours suprême, qui n'est plus la peine de faire des secours. Mais il y a des groupes qui ont continué, pas que à Paris d'ailleurs. D'ailleurs, quand les journalistes ont dit ça, moi ça m'a fait rigoler, parce que des groupes comme ça, j'en connais pas qu'à Paris. J'en connais dans la Loire, j'en connais dans les Hautes-Alpes, j'en connais, et ils se disent tous, alors pas jansénistes, puisqu'ils ne sont pas jansénistes, mais ils se disent tous héritiers de la résistance port-royaliste. En fait, ils sont héritiers parce que leur famille était au cœur des événements dès le XVIIIe siècle. C'est des personnes qui, au XVIIIe siècle, se sont figées dans leur appartenance. Certains ont été ultra-révolutionnaires, d'ailleurs, en disant que la révolution, c'est l'apocalypse attendue. Parce qu'après le miracle, Dieu qui atteste les miracles, il y a l'apocalypse qui doit arriver. Et l'apocalypse, c'est l'Église qui faute, c'est le petit nombre de justes qui restent à la fin des temps. Et eux vivent l'apocalypse depuis la Révolution française, dans tous les groupes, et la famille entre autres. Et alors on pourrait, pas tout résumer ce qu'est la famille, donc c'est quand même quelques centaines, peut-être milliers de personnes, on ne connaît pas le chiffre exact, donc ils se marient entre eux, mais quand on dit ils se marient entre eux, c'est des cousins parfois éloignés, ils ne se marient pas entre frères et sœurs, comme j'ai entendu souvent, mais ce sont des gens qui, en conscience, se sentent réellement héritiers de cette tradition. En fait, alors, il y a différents niveaux dans tous les groupes religieux, que ce soit chez les protestants, pensez aux Quakers, pensez aux Mormons, vous avez différents niveaux d'adhésion. Le catholicisme, c'est un petit peu différent, parce qu'il est trop dilué maintenant, mais vous avez des gens très investis qui ont beaucoup étudié ces questions-là, et donc vous discutez avec eux, ils peuvent vous parler de la grâce efficace et de la grâce suffisante. Je connais un prêtre qui refusait de parler avec eux, des gens chez moi, parce qu'ils ne tenaient pas la discussion sur la grâce. Un prêtre, parce qu'eux, ils sont au courant de tout ça. Donc on a des gens très au fait de ces questions-là. Vous avez un grand nombre de personnes qui sont toujours héritiers, porteurs de cette mémoire. Ils portent des prénoms comme Augustin, Angélique, Agnès, Antoine, des noms jansénistes, des prénoms jansénistes par excellence. Ils ont des portraits des grands anciens. Ils ont des recueils de cantiques qui évoquent la grâce, etc. Ils ont le bureau du diacre Paris, par exemple. Ou une des Saintes Épines qu'on a évoquées tout à l'heure. Enfin voilà, des choses qui, ce groupe-là, ils ne vont pas être extraits, mais ils sont dans cette tradition et ils vont la défendre. Et puis vous avez une partie qu'on n'est pas qualifiée, mais de gens qui sont là par habitude. Ils sont dans ce groupe familial qui s'appelle là la famille, mais qui s'appelle les Béguins dans la Loire, qui s'appelle la Petite Église de Lyon à Lyon, ou les Patarons dans les Hautes-Alpes, ils ont chacun un peu des noms, les Blancs en Charolais par exemple. Et c'est des gens qui sont là par habitude, qui ne vont pas non plus chercher grand-chose, qui ne respectent peut-être pas toutes les fêtes. Il y a la fête du Diacre Paris, par exemple, dans le calendrier. Mais ils le font, voilà, c'est habituel, et ils sont peut-être moins investis. Donc c'est un groupe divers. Alors je vous ai résumé un gros trait. C'est pas pour vous faire acheter mon livre, c'est parce qu'on n'a pas le temps souvent. Et j'espère avoir répondu à la question. Et peut-on dire que c'est une mémoire vivante finalement, jansénisme aujourd'hui? Chez eux, c'est une mémoire complètement vivante. Et pour nous? Et pour nous, par la littérature, par la philosophie, mais j'aimerais bien savoir combien de personnes savent ce que c'est que le jansénisme ou ce qu'a écrit Blaise Pascal. Je ne suis pas très optimiste. On est quelques-uns de ne pas l'être forcément beaucoup. C'est pas une marque de jansénisme. Je pense que nous n'avons pas épuisé du tout le sujet, mais Valérie, tu voulais? Nous n'avons pas épuisé le sujet. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions? Alors, ton micro va circuler et les orateurs vont se partager les deux restants. Avez-vous des questions à poser à nos 4 historiens? Bonsoir, vous avez rappelé l'importance de la censure royale qui limitait la diffusion des idées. Sauf erreur de ma part, les provinciales, la première édition de Cologne de 1657 sous le pseudonyme de Louis de Montagne, on est heureux à Vendôme de vous apprendre que la première impression a eu lieu en 1655 à Vendôme. Nous sommes dans le cadre des rendez-vous de l'histoire. La bibliothèque du Port-Royal, c'est tout à fait rapide. On a le recueil de première édition qui se trouve effectivement à la bibliothèque. Mais de toute façon, il y a un vrai enjeu de contrôle de l'information, c'est-à-dire que vous retrouverez
on n'en a pas beaucoup parlé, mais en 1713, lors de la publication de la Unigenitus, on interdit la possession de Bible en français, donc la Bible de Sacy. On interdit aussi la possession et on oblige les possesseurs à ramener à l'officialité de leur diocèse les éditions des réflexions morales, et vous allez avoir la même chose qui va être réitérée, c'est bien la preuve que ça ne fonctionne pas tellement, en 1730, en 1732 et même en 1753. Donc, le pouvoir royal essaiera à chaque fois de contrôler la diffusion des écrits jansénistes, mais avec un résultat assez limité. Sans parler des nouvelles ecclésiastiques, donc ce périodique dont parlait Jean-Pierre, qui est un périodique clandestin, hebdomadaire, qui a été publié clandestinement de 1713, le premier numéro, jusqu'à 1793, de façon clandestine, et ensuite en 1803, de façon officielle, vous avez été libéré. On raconte que le lieutenant de police d'Argenson, qui était chargé donc de lutter contre cette presse clandestine qui est en appelée à l'opinion publique comme contre le roi et contre Rome, il essayait de faire des descentes dans des imprimeries clandestines, il remontait dans son carrosse et il trouvait une feuille des nouvelles toutes fraîches qui avait été posée sur son siège. Donc la lutte a été âpre contre la censure et ils étaient très efficaces. Et par ailleurs, ils avaient dans leur manche un monsieur qui s'appelait Adrien Lepage, qui était le secrétaire du prince de Conti, le bailli du Temple. Et le Temple bénéficiait à Paris d'un statut, je vais essayer de le dire sans bafouiller, d'exterritorialité, qui permettait quand même, mais c'est pas facile, qui permettait quand même de se mettre à l'abri au niveau des presses clandestines. Peut-être pour souligner les liens qui peuvent être parfois un peu surprenants, le bailli du Temple et donc le prince de Conti et Louis-Adrien Lepage ont quand même protégé Rousseau. Donc c'est ce que montre Monique Cotret dans son livre Jansénisme et Lumière, en 1998, où vous avez des capillarités entre le monde des Lumières et le monde janséniste. Comme on le retrouve au 19e avec le libéralisme. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu, Valérie a ajouté que ce sont des capillarités qu'on retrouve aussi au 19e avec le monde libéral. Oui, bonsoir et merci pour cette conférence. Deux questions. On connaît la critique que Pascal mène du pouvoir, mais est-ce qu'il y a un corpus de théorie politique proprement dit qui est tributaire du jansénisme? Et la deuxième question, quelles sont les particularités, s'il y en a, et si on peut les résumer, d'une liturgie qui s'inspirerait du jansénisme? Est-ce que ça se reconnaît dans la célébration? Merci. Alors, je vais répondre à la première question, je vais répondre à la seconde. Olivier. Pour ce qui est d'un corps de doctrine politique, non. En revanche, il va y avoir une récupération. Alors, au moment au 18e, il y a par capillarité avec les philosophes, les Lumières, effectivement, des récupérations, des collaborations. Au 19e siècle, vous avez plus clairement un phénomène de récupération de l'image de Port-Royal dans ce qu'elle peut représenter comme symbole de la résistance à l'autorité, enfin au despotisme. Et les libéraux vont s'approprier certaines particularités dans l'histoire de Port-Royal, mais en évacuant ce qui reste pour les jansénistes du 19e le cœur du problème, à savoir le salut et la théologie. Et en cela, c'est une dénaturation. Mais les jansénistes eux-mêmes ont participé à ce processus-là en engageant des combats sur certains points avec lesquels ils étaient d'accord avec les libéraux, et notamment dans la défense de la Révolution française, pour ceux qui s'y sont engagés. Voilà. Mais il n'y a pas encore de doctrine politique particulière. Pascal, il avait un rapport à la politique. Je vous invite à lire un petit livre très court de René Tavenot qui s'appelait Jansénisme et politique, qui est exceptionnel à cet égard, si vous êtes intéressé, c'est remarquable. Voilà. Justement, moi aussi je voulais parler de René Tavenot. Ce petit livre vous apportera des réponses parce que ce sont des extraits d'œuvres du XVIIe ou du XVIIIe siècle qui sont commentés. Donc vous aurez les extraits et aussi donc l'analyse faite par un des grands spécialistes de cette question. Alors moi je voulais juste intervenir sur la deuxième partie, une liturgie spécifiquement janséniste. On va essayer d'en créer une au XVIIIe siècle. Donc vous aurez un premier essai qui sera fait sous autorité épiscopale à Troyes, donc un missel qui est pensé par l'évêque, qui se trouve s'appeler Jacques Bénigne Bossuet. C'est pas celui que vous connaissez, c'est son neveu. Donc
qu'on appelle aussi Bossuet le Petit ou Bossuet le Neveu, c'est toujours sympathique. Donc Bossuet le Neveu a entrepris donc, de réformer la liturgie en dégageant l'autel de tout ce qui pouvait perturber la vue. Donc il voulait laisser sur l'autel. Donc c'est un missel qui va être publié en 1736 et qui restera en activité visiblement jusqu'en 1780. Donc il dégage l'autel, laisse un crucifié de chandelier. Et dans les modifications générales de la messe, il n'y a pas grand-chose en dehors du credo, qui n'est pas récité de la même façon. Et on va ensuite avoir certaines formules liturgiques qui vont être modulées. C'est-à-dire que vous savez que dans la messe tridentine, certaines formules sont récitées secreto voce, donc on les murmure. Et là, dans les modifications introduites par Bossuet, il y en a une qui me semble intéressante, c'est la récitation du Non sum dignus, donc je ne suis pas digne de te recevoir. Normalement, l'officiant dans le missel romain et dans l'essentiel des missels gallicans avait donc un mode de récitation secret, voilà, à voix très basse. Et là, les indications portées sur le missel indiquent qu'il faut le prononcer à voix claire et audible. Donc on insiste, on veut vraiment dire au public qu'ils sont pécheurs, donc qu'ils ne sont pas dignes de recevoir l'Eucharistie. Et puis ensuite, il y aura le cas de Jacques Jubé à Asnières qui ira encore plus loin dans une liturgie du dépouillement.